Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un format un petit peu différent de celui d'hier, car nous aurons un travail de groupe dans lequel vous pourrez proposer des solutions aux barrières à la mise en œuvre de l'autotest et à l'accélération du déploiement de la PrEP dans notre région, notamment pour les populations clés. Alors, nous avons jusqu'à midi, donc heure du Maroc, pour lancer un plan d'action afin de surmonter les barrières à la mise en place de la PrEP et les défis à l'introduction de l'autotest VIH dans les pays de notre région, la région MENA. Alors, comme vous le voyez déjà sur votre écran, le programme de cette dernière session de ce webinaire est de, premièrement, nous allons nous séparer en groupes pour discuter des sujets suivants, donc la PrEP et l'autotest pendant environ 80 minutes. Pour le groupe PrEP, vous aurez comme modérateurs Amel Belmoussa de la LCS et Aïda Mokrani de l'ATL et BC-SIDA de Tunis. Pour le groupe Autotest VIH, vos modérateurs seront Fatem Zarah Jogi de la LCS et Ayman Assi de Marsa au Liban. Alors, les questions principales qui vont guider les discussions sont les suivantes. Pour le groupe PrEP, comment normaliser, accélérer et mettre en place la PrEP pour renforcer la prévention dans notre région? Et puis aussi, quelles sont les plus-values des nouvelles formes de PrEP dont on a entendu parler hier? Pour le groupe Autotest VIH, comment mettre en place, appuyer la mise en œuvre et généraliser l'usage de l'autotest VIH dans la région? Quelles sont les approches pour atteindre l'objectif de la mise à l'échelle? Après les discussions en groupe, nous aurons une petite pause santé de 15 minutes, puis nous lancerons les restitutions des travaux de groupe qui seront présentés par les modérateurs de chaque groupe. Alors, au début, nous aurons la restitution ainsi que la discussion sur la présentation du travail de groupe sur la PrEP pour une durée de 30 minutes. Ensuite, la restitution et la discussion sur la présentation du travail de groupe sur les autotests pour 30 minutes supplémentaires. Enfin, nous terminerons sur une conclusion par le Dr Bruno Spir qui va faire un récap des discussions d'aujourd'hui et conclure les différentes décisions que nous aurons prises pendant cette session pour un appel à l'action. Alors, nous espérons bien sûr avoir une diversité de représentants qui vont se joindre à nous pour cette session, aussi bien au niveau de la représentation des différents pays, ainsi que des parties prenantes dans le secteur du VIH pour avoir une discussion riche et un plan d'action représentatif. Alors à présent, j'ai le plaisir de présenter Laurent Botti de l'IAS Education Fund, qui va nous donner plus de détails sur les questions techniques relatives à cette session. Oui, merci beaucoup, professeur Karkouri, pour cette première introduction. Maintenant, j'ai le plaisir de vous partager quelques détails concernant le déroulé de cette session. Le son de tous les participants est actuellement coupé. L'interprétation en français et en arabe est disponible pour toute la session, excepté lorsque vous serez divisé pour les travaux de groupe. Pendant que vous serez dans vos salles de discussion, vos modérateurs dirigeront votre discussion et nous avons le plaisir de confirmer qu'ils sont bilingues et feront de leur mieux pour diriger vos discussions en français et en arabe. Nous apprécions infiniment leur flexibilité pour surmonter ce défi de langue. Merci encore une fois. Veuillez sélectionner votre langue en cliquant sur le globe en bas à droite de vos écrans pour écouter les présentations et discussions dans votre langue de préférence. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'IAS Educational Fund dans la boîte chat. Et ça, c'est Julia Vanyan, Joanne Gabani, Laure Felix Power, Radka Sherakova et moi-même qui sommes disponibles pour vous aider. Veuillez noter aussi que les discussions lors de travaux de groupe ne seront pas enregistrées, mais que les restitutions des travaux de groupe le seront et les enregistrements seront disponibles sur notre plateforme virtuelle.
Nous aimerions aussi remercier Vive Healthcare, Merck Sharp Dome et Gilead Sciences pour le soutien de cette réunion. En tant que participant actif à cette réunion de l'IAS Educational Fund pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, vous avez l'opportunité de gagner 1 an d'adhésion à l'IAS en tant que membre. Nous avons aussi aujourd'hui une représentante de l'équipe des membres ici à l'IAS. L'adhésion sera activée lorsque vous aurez rempli le sondage qui sera envoyé après la réunion et coché la case dans le questionnaire afin de demander cette adhésion. Si vous êtes déjà membre de l'IAS, votre adhésion sera prolongée d'1 an. Veuillez noter que cette réunion est accréditée par une institution académique. Merci encore une fois à la LCS d'avoir organisé ceci. Pour en savoir plus sur comment vous pouvez recevoir votre certificat d'accréditation, veuillez contacter notre équipe, encore une fois, iasedu@iasociety.org. Maintenant, j'ai le plaisir de vous informer que nous allons ouvrir les salles de groupe. Nous vous demandons de cliquer pour confirmer que vous êtes invité à participer dans une salle. En acceptant votre invitation, vous verrez une fenêtre qui vous donne l'option de sélectionner la thématique du groupe qui vous intéresse le plus. Donc, nous avons aujourd'hui un groupe sur la PrEP et un autre sur les autotests. Donc, voilà, merci beaucoup. Et nous nous reverrons ici tout à l'heure, une fois que les discussions de groupe seront terminées. Et nous vous souhaitons des bonnes discussions. Bon, bien, de nouveau bienvenue. Donc, j'espère que la pause a été bonne. Donc, elle est maintenant terminée. Je vous rappelle aussi que l'interprétation est de nouveau disponible. Il suffit que vous cliquiez en bas à droite sur l'icône appropriée. Vous pouvez choisir votre langue. Et puis maintenant, on va commencer les restitutions. Donc, je vais donner la parole au docteur Mohamed Ekamas et à Heidi Mokrani pour présenter les points clés. C'est Amel. Donc c'est Amel et Amal, oui, pardon, le oui. docteur Hamas Bien n'a sûr. pas pu... Voilà, mais Oui. comme j'étais un peu perdu sur le script. Non, il n'y a pas de souci. Alors, merci Bruno. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de préparer les choses comme il faut, c'est-à-dire pour faire joli un peu les présentations, désolée, mais je vais partager quand même mon écran pour vous parler un peu de nos conclusions dans ce groupe. Alors. Vous voyez un peu mon écran, si? Oui. Vous voyez mon écran? Très Oui. bien. Alors là, Oui. je disais que c'était la liste de personnes qui participent qui ont participé dans ce groupe. Donc, comme vous le voyez, c'était surtout le Maroc, la Tunisie et le Liban qui ont participé à ce groupe. Donc, malheureusement, nous n'avons pas eu de représentants de la Mauritanie et de l'Algérie. Donc, c'était surtout des communautaires et aussi institutionnels. Il y avait aussi avec nous Bruno de l'INSERM. Alors, pour nous, la question, c'était comment normaliser, accélérer et mettre en place la PrEP pour renforcer la prévention et quelle serait la plus-value des nouvelles formes de PrEP. Alors, pour la situation actuelle, aussi bien en Tunisie et au Liban, donc nous avons trouvé que finalement, aussi bien en Tunisie qu'au Liban, la PrEP, le service de PrEP n'est pas encore, la PrEP n'est pas disponible en Tunisie. Ça, c'est clair et c'est sûr. Au Liban, la PrEP, elle existe, mais c'est plutôt sous forme, plutôt la PrEP médicalisée et n'est pas du tout généralisée.
Au Maroc, la PrEP existe depuis 2017 et elle est communautaire. Elle existe dans les cliniques de santé sexuelle de l'ALCS au Maroc. Alors, pour ce qui est population clé, est-ce qu'ils sont sensibilisés ou informés sur la PrEP? Alors, en Tunisie et aussi au Liban, on pense qu'ils sont informés, ils connaissent un peu la PrEP, mais on pense que c'est plus les HSH qui connaissent la PrEP plus que les autres. Et malheureusement, il n'y a pas d'études qui peuvent confirmer cette donnée. Est-ce que les populations clés sont assez informées et sensibilisées ou pas par rapport à la PrEP? Au Maroc, on a parlé du cas des femmes travailleuses de sexe et on a cité une étude qu'on vient de faire à la LCS et qui a concerné justement les femmes travailleuses de sexe, qui montre qu'il y a beaucoup de femmes travailleuses de sexe qui ne connaissent toujours pas la PrEP. Donc, il y a un problème de sensibilisation, un manque de sensibilisation auprès des femmes travailleuses de sexe. Alors, nous avons noté également que malgré que la PrEP ne soit pas officiellement disponible en Tunisie, il existe la PrEP sauvage, ou que professeur Chkron a appelé automédication par la PrEP sans suivi. On sait que ça existe selon les discussions avec les populations et les couples sérodifférents, les populations clés et les couples sérodifférents, mais la même chose, donc il n'y a pas d'études officielles pour avoir une idée exacte sur le taux ou sur la proportion de personnes qui utilisent cette PrEP sauvage. Nous avons parlé de l'engagement politique dans les 3 pays. Alors, en Tunisie et aussi au Liban et aussi au Maroc, l'engagement politique existe. La preuve, c'est que la PrEP est inscrite dans le plan stratégique national. Au Maroc, elle existe dans le plan stratégique national et aussi dans les centres de santé sexuelle à la LCS, mais en Tunisie et au Liban, ça n'existe toujours pas, cette PrEP communautaire. On pense qu'il y a un retard dans la mise en place à cause du contexte actuel du pays, donc en Tunisie, et on pense que c'est la même chose aussi au Liban. La COVID-19 aussi qui est venue aggraver encore les choses et tout ça a fait que la PrEP n'est malheureusement pas une priorité dans ces 2 pays. Donc ensuite, nous avons parlé de comment améliorer cette situation et c'est le plan d'action que vous allez voir avec notre amie Aïda. J'arrête donc de partager mon écran et je te passe la main, Aïda. Merci Amel. Donc, je partage notre travail. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, oui, Aïda. Alors, donc, il était question, suivant les barrières et les levées donc rencontrées les différents pays par rapport à la mise en place de la PrEP, d'établir un plan d'action pour voir comment on pouvait renforcer ou introduire la PrEP dans certains pays où ça n'existe pas encore. Donc, il était question donc de parler des populations prioritaires, donc que ce soit pour le Maroc, pour le Liban, pour la Tunisie. Donc, c'est toujours autour des HSH et travailleurs et travailleuses du sexe. Il y a eu une discussion autour des UDI et de l'importance qu'ils aient d'abord accès à la méthadone pour pouvoir plus tard avoir accès à la PrEP. Et là, on pourra peut-être en discuter après la présentation avec Amel, Bruno et professeur Charcoun. Pour ce qui est donc sous quelle forme. Donc là, il était de la forme orale, donc en tout cas pour une première mise en place en Tunisie, c'est plus intéressant d'avoir la forme orale, et donc il y a nos amis de la TSR qui avaient soulevé le poids en fait, j'ai pas trouvé le mot, je le trouverai. Le besoin d'une autre personne pour la forme injectable, alors qu'il y a l'utilisation de la PrEP sous forme orale. Voilà, exactement. Pour ce qui est du Maroc, donc ils ont déjà la forme orale et pourquoi pas, ils préconisent de mener une étude donc pour introduire la forme injectable et tout en prenant en considération les contraintes et les risques, comme disait Bruno, par rapport au perdu de vue. Par rapport au mode de prise en charge, donc pour communautaire,
d'abord donc au Maroc, pour la Tunisie et pour le Liban. Et il y avait le professeur Charoun qui avait insisté pour dire oui, pourquoi pas les deux, donc pouvoir administrer la PrEP dans nos hôpitaux, mais aussi dans les associations communautaires pour vraiment répondre aux besoins, pour répondre aux différents besoins de nos bénéficiaires. Par rapport donc aux IST à inclure, c'est l'approche syndromique que préconise le Maroc, ça par rapport au manque de ressources, par rapport au HPV aussi. Selon Bruno, donc la santé anale a fait partie aussi du suivi, donc pourquoi pas ajouter la vaccination. Pour les personnes concernées et les rôles. Donc, on a l'intervention des éducateurs pairs sur le terrain. Donc, le travail de proximité est très important pour pouvoir d'abord introduire cette notion de PrEP aux différentes populations qui sont concernées. L'implication aussi du ministère de la Santé en Tunisie, on sait qu'on a besoin de son aval et on a besoin d'accréditation pour pouvoir administrer la PrEP d'un point de vue communautaire. Bien sûr, les associations, le CCM, donc des différents pays et bien évidemment les bailleurs de fonds qui vont eux nous aider à pouvoir mettre en place la PrEP. Il est important quand on avait discuté de la promotion, c'est la sensibilisation et l'importance de sensibiliser et de créer ce besoin par les bénéficiaires. Donc au Maroc, on disait que les travailleuses du sexe, par exemple, n'avaient aucune connaissance de la PrEP et que les outils qui étaient utilisés n'étaient pas forcément adaptés aux besoins. Et donc là, il fallait réellement travailler l'adaptation donc des outils de promotion, mais aussi insister sur la sensibilisation. Professeur Charoun a insisté aussi sur la formation des éducateurs pairs et des médecins. Et là, il était question de faire des échanges et pourquoi pas développer ou échanger les référentiels qui existent déjà par rapport à la formation des intervenants à la PrEP. Par rapport au plaidoyer, et ce qui est important de savoir, surtout ici en Tunisie, en prenant en considération l'instabilité politique, mais aussi économique du pays, était important de plaider auprès du ministère de la Santé, du programme national, mais aussi auprès des bailleurs de fonds pour d'abord leur expliquer un peu la valeur ajoutée donc, de la PrEP, mais aussi quel gain pourrait faire le ministère de la Santé, c'est-à-dire les autorités, en autorisant l'introduction de la PrEP dans le secteur communautaire. Et on avait aussi de parler de l'engagement. C'est que le professeur Charoun disait que l'engagement y est, qu'il y a une interprétation, une mise en place qui est en cours, mais qu'il fallait renforcer ce plaidoyer pour faire accélérer les choses. Et c'était à la société civile de faire tout son poids pour pouvoir faire les choses rapidement. Voilà, je vous remercie et je laisse à Bruno, Amel, professeur Charclou, nos amis de la TSR, du Liban aussi, si jamais j'ai omis de mentionner quelques petites remarques, de nous les présenter. Merci tout le monde. Eh bien, justement, dans un premier temps, je vais demander aux membres qui ont participé à l'atelier de compléter ou de rajouter des choses qui vous semblent importantes, qu'il faudrait restituer. Et puis après, on donnera la parole au reste du groupe. Et vous pouvez demander la parole en levant la main. Parce que je ne sais pas si tout le monde a l'icône ou en allumant votre caméra, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe qui veut rajouter quelque chose? Professeur Chkron a levé la main. Ah, j'ai pas vu. Ah, je n'ai pas accès à ça. Allez-y. Merci beaucoup Bruno. Bon, je remercie Amel et Aïda d'avoir fidèlement rapporté ce qui a été dit et bien résumé donc la discussion. Juste, on n'a pas eu le temps peut-être de discuter davantage PrEP et méthadone. Donc là, c'est un aspect particulier de la PrEP également. La PrEP et femmes enceintes également, ça peut être également un aspect particulier également de la PrEP. Je sais que bon, c'est pas vraiment la priorité comme pour les HSH ou les TIS, mais également c'est des aspects qu'on pourra discuter également lorsqu'on décide de mettre en place la PrEP dans un pays.
Voilà, c'est juste là à ajouter. Donc, ce sont les deux points peut-être pour lesquels on n'a pas eu le temps donc, de discuter suffisamment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres du groupe qui veulent rajouter des choses? S'il est possible, je vais ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. D'accord. Au niveau de la promotion, en fait, après la formation des éducateurs pairs et la sensibilisation et la création d'un besoin, il faut vraiment prouver ce besoin avec des chiffres, avec des statistiques. Et donc, je pense qu'il y a un besoin de faire aussi des études pour prouver ce besoin. Des enquêtes appropriées pour pouvoir documenter les besoins. Oui, c'est ça. Très bonne suggestion. D'autres compléments du groupe? Alors, s'il n'y a pas de complément du groupe, je vais m'adresser à l'ensemble de la salle, et notamment à ceux... Pardon, Bruno? Amal. Oui, je voulais juste dire qu'il y avait des questions dans le chat. Alors, il fait partie de notre groupe. Donc, il dit que j'ai juste une petite remarque pour l'hépatite B. Il y a ceux qui ne savent pas qu'ils sont vaccinés. Oui. Donc, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils sont vaccinés. Comment on va faire? Est-ce qu'on va les vacciner ou pas dans le cadre du programme PrEP? Alors ça, c'est une question technique. Peut-être que, enfin, moi, a priori, je ne pense pas que ce soit très grave de revacciner quelqu'un qui est déjà vacciné. D'accord. Mieux vaut trop que pas assez. Tout à fait d'accord avec toi, Bruno. Très bien. Donc, on a la réponse. OK. Merci, professeur. OK. Voilà, je vous cède la parole, Bruno. Pardon. Donc, Amel, excuse-moi, on te coupe encore une fois, Bruno. Donc, avec Amel, il y a eu des questions auxquelles on n'avait pas répondu lors de nos travaux de groupe. Et donc là, par rapport à l'évaluation et au suivi du programme, si nos amis du Maroc peuvent nous informer un peu pour qu'on puisse alimenter le plan d'action par rapport au suivi et à l'évaluation. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont suivi l'autre groupe et pour qui il y a des choses pas claires où vous voulez vous exprimer ou simplement des commentaires, des avis, des émotions, des protestations? Vous avez le droit, c'est le moment. Non? Il y a une remarque sur les effets secondaires de la PrEP qui sont de les documenter peut-être. En tout cas, ces effets secondaires sont, en tout cas pour la PrEP orale, sont très peu fréquents et quand il y en a, c'est juste au début, un peu de troubles digestifs et ça passe tout de suite. Et dans les études, souvent, il y en a aussi, quand il y avait des essais contre placebo, donc des gens qui prenaient rien du tout, ils avaient aussi les effets secondaires. Donc, pour dire que ça peut tout à fait s'entendre, mais c'est pas des choses graves puisqu'il y en a aussi bien chez ceux qui prennent rien du tout que la PrEP. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra rassurer les personnes. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires sur la PrEP, notamment ceux qui n'étaient pas dans le groupe PrEP? Non? Ben, on va peut-être passer à l'autotest alors, du coup. Donc, je vais donner la parole à Fatima Zora et Eman qui vont nous présenter les points qui ont été discutés dans le groupe sur les autotests. Oui, merci Bruno. Alors, Fatima,
Nous avions convenu, Fatima et moi, que je remercie d'ailleurs toutes les personnes présentes dans ce groupe. Nous avions convenu, Fatima et moi, qui a pris les notes, que je vais peut-être moi-même présenter. Alors, nous allons présenter donc ce travail de notre groupe. Alors, les participants communautaires étaient du Maroc, du Liban, de la Tunisie et de l'Égypte. Je remercie tous les participants. C'était un échange très intéressant et nous étions très ravis d'avoir aussi l'expérience de l'Égypte avec nous. Donc, la situation actuelle dans les pays de la région, l'introduction était dans la stratégie nationale au Maroc et au Liban. C'était des études pilotes. Ces études pilotes étaient encourageantes. Bon, je parle un peu plus explicitement de l'expérience libanaise. Elle a été un peu retardée à cause de la situation du Covid. Elle a repris après très faiblement, mais donc maintenant c'est à la fin. Il y a plus d'autotests disponibles pour le moment, que ce soit au Maroc et au Liban. Il y a une autorisation de vente des autotests dans les pharmacies au Maroc, mais le prix reste élevé, donc il n'est pas disponible pour toute la population. Ça, c'est une barrière, un levier. Et la non-disponibilité des autotests, que ce soit en Tunisie et en Égypte, même pas d'études pilotes jusqu'à présent. Voilà, pour la situation actuelle. Pour le plan d'action, alors nous avons essayé de cibler quelles étaient les populations prioritaires, les HSH, les travailleurs du sexe, les UDI, les partenaires des PVVIH, les transgenres, les migrants LGBT. Par priorité, on va dire, pour le Liban, c'est les HSH. Pour le Maroc, c'est HSH, travailleurs du sexe, UDI et partenaires des PVVIH. Pour l'Égypte, la population la plus importante était les UDI. Et pour la Tunisie, c'était les personnes transgenres, les migrants LGBT et les partenaires PVVIH. Alors, les canaux de dispensation des autotests, c'était, on voulait donc le distribuer, que ce soit dans les distributions primaires, dans les centres de dépistage, que ce soit donc les centres nationaux et les associations. Ensuite, les distributions secondaires par les pairs éducateurs et les bénéficiaires pour leurs partenaires. Nous avons eu une intervention très intéressante de nos amis de l'équipe de l'IAS, c'est d'utiliser des distributeurs automatiques comme ceux utilisés en Europe de l'Est et en Asie centrale, comme les distributeurs automatiques de préservatifs. Bon, on a discuté un peu du contexte du distributeur automatique de préservatifs, contexte socio-religieux dans la région MENA, que ça n'a pas été, on va dire, que c'est pas très accepté. Par contre, un autodistributeur d'autotest VIH, ça peut passer facilement compte tenu du contexte socio-religieux, parce que c'est un test qui reste sous l'égide médicale, santé publique. Nous avons proposé aussi la distribution des autotests par les séances de sensibilisation dans les cliniques mobiles, donc dans le travail sur le terrain des associations, et dans le secteur privé, donc dans les pharmacies et pourquoi pas aussi dans les hôpitaux et les autres institutions hospitalières. Voilà pour les canaux de distribution. Alors pour la communication, un plan de communication et de marketing à travers des séances de sensibilisation, donc que ça soit surtout effectué donc par les associations. Une notice explicative qui accompagne les autotests, donc qui est développée spécifiquement pour les personnes donc qui vont faire cet autotest. Des démonstrations visuelles, donc qui peuvent être dans la notice ou bien à travers d'autres moyens comme les réseaux sociaux et les médias audiovisuels. Donc ça a été soulevé par nos amis égyptiens parce qu'ils estiment que les réseaux sociaux et surtout par exemple le WhatsApp aussi, il n'est pas accessible à toutes les populations en Égypte et ils estiment que la télévision reste l'élément le plus essentiel de communication en Égypte. Et c'était important donc qu'on soulève ce point-là pour l'expérience de l'Égypte. Pardon. Et nous avons proposé aussi une ligne d'écoute téléphonique qui doit être mise en place par pays.
pour pouvoir accompagner les personnes donc, qui ont des questions sur comment faire l'autotest. Et après, pour le suivi des personnes, on va en revenir. Alors, pour le plaidoyer, envers qui? Tout d'abord, les décideurs politiques, donc les instances gouvernementales des pays, le ministère de la Santé, etc., les autres ministères concernés, et surtout aussi l'OMS. Donc, à travers la recherche des chiffres scientifiques par pays. Donc, quelle est l'expérience pilote dans chaque pays? Et s'il n'y a pas d'expérience pilote, donc la restitution des résultats sur les chiffres de VIH, les tests de dépistage qui sont effectués, et comment argumenter, donc on veut argumenter ça de point de vue santé publique, quel est sur le plan de santé publique l'intérêt de l'autotest, sur le plan sociologique, donc on va pouvoir accéder à plus de personnes qui vont pouvoir faire cet autotest, ils vont savoir donc leur statut sérologique, l'effet psychologique donc sur le résultat de l'application de cet autotest, et surtout la facture économique, que ce soit économique sur le plan individuel et l'économique sur le plan du pays. Donc quel est l'avantage de l'application de cet autotest? Et puis aussi des ateliers. Donc il faut qu'on établisse des ateliers qui réunissent les décideurs et les populations clés ensemble pour parler de l'autotest et de l'application de l'autotest dans le pays. Ensuite, je continue dans le plaidoyer. Envers qui? Donc envers les financeurs, surtout l'OMS et donc ses financeurs, les associations thématiques, donc quelles sont les associations qui travaillent sur le dépistage dans le pays, les professionnels de santé publics et privés, donc dans le pays, que ce soit les institutions hospitalières, donc dans le secteur public et dans le secteur privé, et pourquoi pas aussi introduire l'autotest pour tout ce qui est donc première instance de santé, donc les médecins généralistes, etc. Et puis aussi les influenceurs, ça a été relevé par nos amis tunisiens parce qu'ils considèrent par exemple que les hommes de religion sont aussi des influenceurs qui sont mis en jeu. Pour le suivi des usagers, on a proposé une fiche de collecte de données. Ça, ce n'est applicable que dans les associations, donc à l'intérieur de l'association, établir des bases de données sur les données collectées dans ces fiches de collecte, et puis contacter les associations. Donc, dans la notice, quand on va distribuer les autotests, les numéros de l'association et surtout la ligne téléphonique, parce que la ligne téléphonique est importante quand on va expliquer donc aux personnes comment utiliser l'autotest et surtout aussi savoir répondre aux questions après l'utilisation de l'autotest et comment orienter les usagers de l'autotest en cas, par exemple, de réponse positive. L'évaluation du programme, donc, c'est à travers le nombre d'autotests qui sont distribués, ensuite aussi à travers le nombre de personnes avec un autotest réactif, le nombre de personnes séropositives ayant intégré les soins, dans le cas donc d'un test de dépistage positif par l'autotest, le nombre des personnes ayant contacté les associations pour avoir des informations supplémentaires sur l'autotest, et puis le nombre de personnes qui ont contacté la ligne d'écoute qui doit être mise en place par pays. Et puis aussi, on peut collecter des données sur la satisfaction des usagers à travers l'utilisation de cet autotest. Nous avons établi un petit plan d'action, donc ou bien comment mettre en place donc ce plan d'action. Tout d'abord, des réunions avec les acteurs de la région MENA. Ensuite, rédiger un dossier par pays, un dossier peut-être unifié, mais qui est contextualisé par pays sur la situation actuelle, le plan d'action que nous venons de proposer, le suivi et évaluation de ce programme, et puis un budget par pays. Ensuite, on souhaite donc envoyer et s'entretenir avec l'OMS régionale de la région MENA, et puis s'entretenir aussi avec les programmes nationaux de lutte contre le sida pour pouvoir lancer ce projet et le mettre en place. Voilà donc pour notre atelier, et je remercie donc tous les participants de cet atelier et le docteur Atouji. Bruno, c'est à vous. Merci beaucoup pour ce diaporama extrêmement clair, mais il y a peut-être des compléments, donc on va faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord demander aux participants qui étaient dans le groupe sur les autotests de faire leurs commentaires, leurs ajouts, de dire des choses s'ils veulent éclairer certains points. N'hésitez pas. Ne vous censurez pas.
Oui, il y a un message dans le chat. Je ne sais pas si peut-être ATL, vu qu'il n'y a pas le prénom, peut-être que vous préférez parler. Moi. En fait, bon, j'avais un petit souci avec la caméra. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai dû me connecter de mon téléphone pour qu'on puisse me voir, etc. En fait, j'explique le point. Donc, effectivement, donc, pour l'autotest, ça a été pertinent. Donc, comment l'utiliser, comment mettre en place la ligne, etc. Donc, pourquoi ne pas intégrer dans le test lui-même une sorte de, ça peut vous sembler un petit peu science-fiction, mais une sorte de bouton pour les chiffres, en fait. Lorsqu'on trouve une personne donc, qui est, par exemple, séropositive, donc c'est pour l'aspect quantitatif, c'est très important donc de savoir si par la suite la personne au choix, elle souhaiterait s'orienter à travers un numéro pour être orientée vers un centre de soins, etc., pour le suivi. Ça, c'est très important. C'est vrai que le test en lui-même est important, mais aussi, donc, ça peut être pertinent d'avoir des chiffres beaucoup plus justes que d'avoir des personnes dans la nature qui connaissent leur état sérologique et par la suite, ils ont le choix. Ou ils appellent le numéro, par exemple, ou toutefois, donc, ils peuvent se présenter pour prendre, donc, pour tout simplement donc, avoir le suivi médical. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos. Hein. Mais dans un but de renseigner la cascade de soins, de renseigner l'efficacité, ou c'est dans quel objectif il faudrait que… D'accord. Alors, donc, pourquoi l'autotest, il existe en lui-même? Voilà la question. Pour l'anonymat. Parce que certaines personnes, elles souhaitent garder l'anonymat concernant leur statut sérologique. C'est bien ça. Mais ça existe aussi avec le non-autotest, l'anonymat. Oui, effectivement. Mais certaines personnes, elles ne trouvent pas le courage. C'est un caractère. Certaines personnes, elles pensent que avoir une autre personne qui sache de leur statut sérologique, ça peut les bloquer. Donc, c'est pour ça que l'autotest, il existe en lui-même pour faciliter, donc, quelque part, donc, de surveiller donc, son statut sérologique et voir si on est négatif ou positif, si on a été transmis ou pas. Et là, donc, dans le test, dans le service de l'autotest en lui-même, pourquoi ne pas inclure donc, un signalement automatique si la personne, donc, par exemple, elle est positive. Donc, ça va envoyer comme une sorte de message Bluetooth qu'il y a un de plus, en fait, pour la partie chiffre, en fait. Donc, c'est pour ça, ça peut aider le ministère de la Santé, tout simplement, de voir combien réellement il y a des perdus de vue. Bruno, est-ce que je peux Oui, bien sûr, bien sûr. intervenir? Alors, oui, Mehdi, je trouve que c'est une bonne idée, sauf que le problème, je pense que pas toutes les personnes de l'autotest vont avoir accès à un téléphone mobile qui est un smartphone, donc Bluetooth et technologie, donc ça va limiter beaucoup donc dans l'utilisation de l'autotest. Et il ne faut pas oublier, hier, le professeur Chakroun et d'autres personnes ont présenté donc des présentations sur l'autotest et l'application, etc. Il y a des autotests qui sont déjà chers. Et donc, encore, je pense, intégrer quelque chose de technologique dans l'autotest, ça va le rendre encore plus cher. C'est pour ça que dans la proposition qui est venue dans le groupe que nous venons de modérer, c'est de mettre en place une ligne téléphonique peut-être nationale, sur l'échelle nationale. C'est beaucoup plus facile, je pense, dans un premier temps, pour pouvoir donner des informations et collecter des informations avant et après l'autotest. Je ne sais pas, ça c'est un avis donc un peu primaire, je veux dire, avant d'arriver à
à la technologie et à la commercialisation en grande masse de l'autotest. Il y a Othman qui a levé la main. Je voudrais juste rebondir ce que vient de dire Ayman. Donc, pour avoir ça, c'est pas vraiment de la science-fiction, mais c'est tout à fait possible d'intégrer une puce, quelque chose qu'on peut imaginer, pour quantifier un petit peu le nombre de personnes positives, séropositives. Mais il faut aussi penser en termes de coût-efficacité aussi dans nos interventions. Donc, est-ce que le coût de cette technologie est vraiment intéressant, important pour mettre en place cette technologie? Donc, peut-être, je ne peux pas dire oui ou non, peut-être qu'il faut faire des études coût-efficacité pour répondre à cette question. Ça peut être intéressant. On a eu, comme vient de dire Ayman, on a eu un débat, une large discussion sur ce point. Est-ce qu'il y a une crainte des personnes qui ont soulevé une crainte de perte de vue des personnes séropositives à travers l'autotest, s'ils vont venir à l'association ou pas. Donc, comme on a proposé, c'est Dr Hajouji qui a proposé qu'on ait une notice avec l'autotest, une notice qui va expliquer par exemple comment ça marche, mais aussi dans le cas où on est séropositif, on va appeler un numéro, on va contacter un mail ou on va passer par les réseaux sociaux, etc. Donc, ça, je trouve que c'est plus simple en termes de coût. Ça va être moins cher, sachant que les autotests actuels coûtent quand même un peu d'argent. Et ça, si on réfléchit en termes de coût, toujours, on pourra convaincre aussi l'OMS, on pourra convaincre les instances gouvernementales d'investir sur ce. Après, en termes de solutions, l'une n'empêche pas l'autre. Si les sociétés pharmaceutiques ils veulent rajouter une solution technologique avec un Bluetooth sans augmenter considérablement le prix, je ne sais pas. Peut-être, c'est envisageable. Je voulais juste rajouter une chose. Pourquoi ne pas faire un autotest communautaire aussi? On est dans le communautaire quelque part. C'est-à-dire que la personne, elle vient au centre, elle peut prendre son autotest et le faire chez elle. Et comme ça, on n'a pas besoin de lui donner le numéro de téléphone. Elle sait déjà où aller en cas où elle est positive. Oui, ça c'est une des façons de distribution qui a été citée et qui est déjà appliquée, que ce soit au Maroc ou bien au Liban dans les phases pilotes. Donc, une des façons de distribution, c'est que moi, en tant qu'usager, je peux aller à l'association, avoir mon autotest et le faire chez moi. Bien sûr, ça c'est possible. Mais il reste aussi d'autres méthodes de distribution pour pouvoir commercialiser, pardon, entre guillemets, ou bien distribuer en masse l'autotest, bien sûr. L'idée peut-être aussi de cibler des personnes qui ne fréquentent pas les associations. Exactement. C'est l'élément le plus important, c'est d'arriver aux personnes, aux usagers à qui on n'a pas accès en général à travers les associations. Professeur Chakroun a levé la main. Ah oui, je vois la petite main. Oui, merci beaucoup Bruno. Merci Dr Haki, merci Dr Hajouji et tous les membres du groupe Autotest pour la qualité de la présentation et vraiment la qualité donc de ce plan présenté. Je voudrais ajouter quelques points. Tout d'abord, je pense qu'il faut partir du point des recommandations. Hier, j'ai montré au cours de ma présentation que 50% des pays n'ont pas encore de recommandations pour autoriser la PrEP. Donc, il faut commencer par ce point, autoriser la PrEP dans les recommandations nationales. Il faut l'inclure également dans le plan stratégique national. Ça, c'est très important pour demander également l'appui des bailleurs de fonds. Et dans notre région, c'est le Fonds mondial qui est le principal bailleur de fonds. Et le Fonds mondial donc, finance des plans stratégiques. Et donc, si la PrEP et l'autotest ne figurent pas dans le plan stratégique, donc ils ne vont pas les financer. Donc, il faut partir de ce point-là. Deuxièmement, il y a un point important, c'est le cadre réglementaire qui peut prendre également un peu de temps. Comme c'est un produit, il n'a pas besoin d'un même, c'est pas un médicament, mais il a besoin d'une autorisation
de commercialisation. Je pense que ça s'appelle AMC chez nous en Tunisie. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre pays, mais ça, c'est un point important également qu'il faut résoudre et qui peut prendre également quelques temps. Également, quelques petits détails. Il faut également préciser dans ce plan quelle PrEP proposer, la PrEP assistée, la PrEP non assistée. Je pense que les deux ont leur place et les deux également pardon, professeur Shukran, vous voulez dire autotest parce que vous êtes en train de dire PrEP. non, oui, autotest. Parce qu'on était sur le okay. L'autotest assisté, l'autotest non assisté, parce que chacun a peut-être son public et s'adresse donc à une population particulière. Également, ce qui manque, c'est l'orientation, parce que hier, j'en ai parlé, j'ai dit que l'autotest peut être une opportunité pour orienter vers des services de prévention et également vers les services de soins. Donc là, il faut également, dans ce plan, préciser comment on peut orienter ces personnes, que ce soit pour les soins, que ce soit également pour les services de prévention. Les mesures d'accompagnement également sont très importantes. À part l'engagement politique, il faut une mobilisation communautaire très importante. Il faut créer un environnement très favorable quant aux stigmatisations, discrimination, et également de la promotion de l'information pour la PrEP. Et puis, à la fin, diversifier les modes de distribution de la PrEP. Un seul mode n'est pas suffisant. Le communautaire, je suis tout à fait d'accord, mais il faut diversifier parce que également là, il y a des publics différents. On peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser donc plusieurs autres moyens pour diversifier l'offre et rendre l'offre donc accessible à tous les publics. Et enfin, donc il faut vraiment une approche différenciée. On peut l'inclure dans une différenciation du dépistage, dans une approche innovante, utilisant donc tout ce qui est outils donc de communication récents, modernes, des réseaux sociaux, de WhatsApp, etc. Et également l'intégrer, essayer d'intégrer l'autotest, par exemple intégration dans le cadre réduction de risque, élimination de l'hépatite C et également autotest VIH. Merci à vous. Merci professeur Chakroun. Il y a des demandes de parole. Il y a des demandes de parole, donc je vais essayer de les donner. Il y a d'abord, alors je ne sais plus qui l'a demandé en premier, mais je vois Amina Agami. Amina, vous avez la parole. Il faudrait brancher votre micro. Merci. En fait, il y a un point que j'ai présenté au cours du travail de groupe, mais les idées étaient nombreuses et la discussion riche, et on n'a pas repris ce point dans le rapport. En effet, c'est excellent d'avoir l'autotest disponible, car ceci va permettre d'augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique. Et le dépistage précoce est également important. Et ainsi, on va pouvoir fermer, si je puis dire, le robinet et assécher la source au lieu d'éponger l'eau qui en découle. Cependant, j'ai quelques réserves en ce sens. La personne qui va faire ce test chez elle ou là où elle se trouve pourrait se dire, oui, à présent je suis rassuré, je connais mon statut, donc je ne vais plus me rendre au centre, car je vais bien, je ne vais plus me rendre au centre pour recevoir les services habituels. Mon seul souci est de rassurer mon entourage, rassurer les autres, alors que les groupes que nous ciblons, les populations les plus exposées, les usagers de drogue ou les personnes ayant des rapports sexuels avec des personnes du même sexe ont besoin constamment de services de santé. Il ne faut pas oublier cela. Les usagers de drogue ont toujours des problèmes liés aux plaies et à la tuberculose et nécessitent des soins de façon continue. Et il en va de même pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Ils ont besoin de rester en contact avec les médecins traitant les MST et aussi ils ont besoin des services juridiques, psychologiques et sociaux, etc. Ces personnes pourraient, à mon avis, s'éloigner du système car ce service leur sera accessible et ils pourront y accéder autrement. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, nous sommes en face d'une équation à deux termes qui ont le même poids et la même importance. L'autotest est très très important
Et dans le même temps, le dépistage et les visites au centre le sont également. Donc il faut trouver une façon qui va amener les personnes à se rendre au lieu où les services sont fournis, où elles peuvent être référées vers les hôpitaux, par exemple, et que l'autotest ne conduit pas au défaut de service. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main, mais je ne la vois plus. Je ne sais pas. Je me demande si c'est pas Aïda Mokrami, non, qui avait posé, C'est Maher. Non, Maher. Donc, Maher, allez-y. Je trouve l'idée de l'autotest VIH intéressante, mais il y a une condition à cela. Car toute personne qui voudrait faire l'autotest devrait disposer de certaines informations sur la nature du test, et on ne devrait pas, dès que l'on entend parler de l'autotest, courir aussitôt pour se rendre là où on peut l'acquérir. Ce serait bien que la personne concernée dispose d'une certaine évaluation des informations qu'elle a. Est-ce qu'elle sait ce que c'est que le VIH, quels sont les médicaments disponibles, les lieux où elle doit se rendre au cas où le test s'avère positif, et ce qu'elle devrait faire. Et cette évaluation pourrait être faite peut-être par le pharmacien ou là où les tests sont fournis. Une certaine évaluation générale est donc nécessaire. Merci. Moi, je veux bien juste dire un mot, du coup, à la lumière de ce que j'entends là. Je vais peut-être être un peu provocateur, mais je pense que les premiers obstacles à la distribution des autotests, c'est nous. J'ai quand même un peu cette impression-là, dans le sens où l'autotest, il n'est pas pensé pour remplacer les dispositifs existants, il est pensé pour rajouter quelque chose à des personnes qui, de toute façon, n'iront pas vers nos services. Donc, l'idée, c'est pas de se suppléer. Il vaut mieux que quelqu'un se dépiste et pas le counseling et pas accès à tous les services, ne soit pas dans la situation optimale, mais se dépiste et du coup, le chemin où il se fera pas, et ben, de toute façon, c'est juste un coup d'épée dans l'eau, où il se fera progressivement et la personne pourra à un moment donné se dire, bon, bah, peut-être que je suis quand même affecté, il faut que j'aille vers le soin. Mais si nous, d'emblée, on dit « oh là là, c'est pas parfait, donc il y a plein de problèmes », on freine du coup l'innovation en termes de distribution d'autotests pour aller trouver toutes les personnes qui sont éloignées du système de soins. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a aussi toute une population qui prend des risques de façon répétée et qui n'ont pas forcément envie à chaque fois qu'elles prennent des risques, alors qu'elles sont convaincues qu'il faut se faire dépister, qu'elles n'ont pas forcément accès à la PrEP et que leur seule manière de gérer leur risque, c'est de faire des tests tous les 3 mois, ce qui est très bien, mais elles n'ont pas forcément envie d'aller voir une association ou un centre de dépistage et avoir à chaque fois la leçon, alors voilà, nanani, nanana, le counseling, tout ça, ça peut être un peu pénible pour les gens. Quand c'est la première fois, c'est très bien, mais quand c'est tout le temps, finalement, c'est un peu embêtant. Et donc, il y a des personnes qui ont envie, on parle d'autonomie des personnes, qui ont envie de s'autonomiser avec un autotest. Donc, je pense qu'il faut que nous-mêmes, on se remette un peu en question sur nos dogmes parfois, sur la façon dont on conçoit le dépistage. Bon, et j'arrête de parler. Et je relance la discussion, et notamment chez ceux qui n'étaient pas dans le groupe. Si vous avez des commentaires. Et il nous reste un peu moins de 15 minutes pour qu'on passe aux conclusions. Bruno? Oui, Amal. Oui, juste, je voulais
Parce que je crois que Assi, tout à l'heure, a parlé du fait que le Maroc n'a plus d'autotest. N'est-ce pas? Tu as dit qu'après l'expérience pilote, ça n'existe plus, mais si, au Maroc, l'autotest existe encore. Après l'expérience pilote, il existe au Maroc, dans notre association, à la LCS. C'est vrai qu'il y a un petit stock, je ne sais même pas si on l'a tout utilisé ou pas, mais il y a un stock et c'est prévu que le ministère de la Santé et le Fonds mondial vont acheter une quantité d'autotests qu'on va garder dans notre association pour la distribution primaire et secondaire. Aussi, l'autotest existe dans la pharmacie, quelques pharmacies au Maroc, et c'est payant dans les pharmacies. Merci Amal. Il y a professeur Chakroun qui veut dire quelque chose. Oui, Bruno, je veux réagir à ce que tu viens de dire concernant la complémentarité de l'autotest. C'est-à-dire l'autotest, il faut le prendre dans notre région en tant qu'un outil supplémentaire qui va diversifier l'offre de dépistage et élargir le dépistage à des personnes qui, jusque-là, ne veulent pas venir au centre de dépistage ou qui prennent un risque fréquent et qui sont vraiment très gênés donc d'aller se dépister à chaque fois. Le problème dans notre région, je pense que c'est un problème de réflexion essentiellement. C'est-à-dire qu'on place l'autotest dans les recommandations, mais on le place en tant qu'un moyen de dépistage. Et on ne regarde pas à l'autotest comme une diversification ou un moyen supplémentaire. C'est-à-dire on est dans une région, comme je l'ai montré hier, où le dépistage reste encore faible, malgré qu'il se développe. Il se développe, mais il reste quantitativement et qualitativement faible. Déjà, le dépistage communautaire qui commence à se développer n'atteint pas vraiment des personnes les plus exposées. Et le dépistage communautaire, quand on voit le taux de positivité, il reste relativement faible. C'est-à-dire, ce n'est pas un dépistage qui est vraiment ciblé. Donc, les décideurs dans nos régions, ils disent, je ne vois pas de problème de placer l'autotest dans les recommandations, mais par la suite, dans la mise en œuvre, ils disent, je n'ai pas encore atteint mes objectifs dans le dépistage communautaire, donc je vais peut-être attendre pour introduire l'autotest. Donc, vous voyez, il y a une discordance entre ce qu'on met dans les recommandations, dans les plans stratégiques, et de ce qu'on fait dans la mise en œuvre. Donc, réellement, il y a un retard de mise en œuvre qui est très important et qui est lié à une discordance entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et là, c'est un point très important. Si les décideurs, un jour, et là également le rôle de faire un plaidoyer fort et de convaincre beaucoup plus de le plaidoyer, c'est de convaincre ces décideurs un outil qui va nous permettre d'atteindre des personnes qui ne sont pas atteintes. N'oubliez pas, on est dans une région également où on a une cascade de 60%. Et 60%, c'est la cascade donc de la région. Dans certains pays, on est à 20 à 30%. Donc, il y a 70% de personnes qui ne connaissent pas leur statut. Donc, c'est un outil qui est indispensable dans notre région, mais qu'on trouve du mal à aller vers l'avant pour l'autotest. Merci. Je m'arrête là. Eman, oui, voulez intervenir. Oui, merci Bruno. Je suis tout à fait d'accord avec votre idée, Bruno, et avec le professeur Chakroun, justement, que ça va nous faire parvenir à des populations auxquelles nous n'avions pas accès avant. Un fort plaidoyer doit se faire. Comme nous l'avons indiqué dans la présentation de travail de groupe aussi, et comme le professeur Chakroun l'a dit, il faut aussi beaucoup de sensibilisation et de marketing, entre guillemets, autour de l'autotest. Et ça nous rappelle aussi les discussions que nous avons eues sur la PrEP au début de l'introduction de la PrEP, dans les années 2010, 2012, etc. Je me rappelle très bien, il y avait deux blocs, le bloc pour la PrEP, surtout le bloc États-Unis et nord-américain pour la PrEP, et le bloc plutôt européen, région MENA, qui était contre la PrEP, de perdre des gens de vue, que ça va augmenter le nombre d'infections sexuellement transmissibles, etc. Et comment l'opinion a shifté avec la recherche et avec les données cliniques, les données sur le terrain, comment l'opinion a shifté. Et maintenant, nous sommes en train de parler de la PrEP, comment l'introduire pour tout le monde et faire l'accès de la PrEP pour que tout le monde ait accès à la PrEP, pardon. Donc,
je pense que aussi, là aussi, il faut qu'on regarde un peu en arrière et qu'on regarde quelles étaient les failles et comment on a tardé à introduire la PrEP dans la région MENA, je parle ici plus précisément, et essayer d'éviter les mêmes problèmes et les mêmes pièges et les mêmes obstacles qu'on a eus durant cette période de PrEP et voir comment les éviter donc pour pouvoir ne pas tomber dans les mêmes pièges pour l'autotest afin de mettre les choses sur la bonne route et pour que ça soit répandu le plus tôt possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne vois pas d'autres commentaires sur les autotests en général. Mais merci beaucoup pour tous ces échanges. Moi, je trouve ça tout à fait passionnant de voir que ça suscite toujours des craintes et c'est un peu normal quand il y a quelque chose de nouveau, ça nous bouscule un peu, ça nous remet un peu en question. Et c'est fait pour ça, la discussion. Donc, il nous reste 5 minutes, mais bon, on peut passer aux conclusions si personne ne veut. Je ne voudrais surtout pas brimer quiconque qui aurait envie de s'exprimer sur le sujet des autotests. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Oui, je vais peut-être ajouter quelque chose que j'ai noté. Pour moi, l'autotest est réellement une priorité pour la région. Si on veut atteindre le premier 95, on a intérêt à accélérer la mise en œuvre donc, de l'autotest et la mise en place de l'autotest et de l'évaluer très, très rapidement. Parce qu'on est déjà très à la traîne, on est très en retard, on a une cascade qui est encore très faible et on doit bénéficier de l'apport de l'autotest pour améliorer notre deuxième 90 en orientant les personnes vers le soin, mais également en améliorant également notre troisième 90 et éviter également de nouvelles infections en orientant des personnes testées ou qui ont un test non réactif vers des services de prévention combinés, en particulier la PrEP. Et là, il y a vraiment donc, on peut également faire un lien entre l'autotest et la PrEP, mais en précisant que on ne peut pas offrir la PrEP sur un test non réactif, un autotest non réactif. Donc, on peut sur un autotest non réactif orienté vers des services de PrEP. Et là, on va donc refaire un test donc VIH. On va faire donc les autres tests hépatite B, hépatite C, syphilis et la créatinine et commencer donc une PrEP. Donc, vous voyez que l'autotest va nous permettre d'améliorer notre deuxième 90, va également réduire donc le nombre de nouvelles infections en offrant à ces personnes ayant un autotest négatif, donc d'avoir une prévention combinée, adéquate et appropriée. Merci Bruno. Très bien, merci professeur Chakroun. Donc on va peut-être... Ah, il y a Amal qui veut dire quelque chose. Oui, merci Bruno. Juste pour revenir sur ce que vient de dire professeur Chakroun, effectivement, ça me rappelle donc l'intervention de Hicham, l'intervenant communautaire qui a parlé hier de l'exemple d'une personne qui n'a jamais fait le test de dépistage avant. Et 20 ans après ses comportements à risque, quand elle a fait le test, elle l'a fait avec autotest. Et quand elle s'est retrouvée négative, cette personne-là a changé de comportement. Et comme disait professeur Chakroun, elle s'est orientée vers la PrEP. Effectivement, donc il y a une certaine complémentarité entre les services. Et ça c'est très important justement de signaler ça. Merci beaucoup. Rayman? Bon, c'est bon, j'ai appuyé le pouce levé. Merci, Aïda. Fatima Zahra? Pareil, c'était pour rejoindre les autres. Ah, d'accord, ok. D'accord. Il y a une dernière chose peut-être que les gens aussi, que les participants aussi peut-être peuvent aussi appuyer. Il y a la notification des partenaires. Ça aussi, c'est un service qui peut être lié aussi bien à l'autotest qu'à la PrEP. La notification de partenaires au Maroc, dans notre expérience Autotest Maroc,
pour les personnes qui sont PVVH et qui viennent pour la consultation, donc on peut leur demander on peut leur offrir des autotests pour aller aider plutôt pour faire dépister les partenaires. Et bien sûr, si les personnes sont négatives, ils peuvent prendre la PrEP le temps que le partenaire positif ait une charge virale indétectable. Donc, c'est vraiment très lié les trois. Très bien, mais je pense que la notification des partenaires méritera peut-être un sujet en soi. Il y a beaucoup de choses à dire sur le plan scientifique en termes d'évaluation, de projets de notification et beaucoup de questions de recherche aussi sur cette question-là qui mériterait peut-être un symposium en soi. Peut-être c'est une idée pour les futurs sympos de l'IAS. Oui. Bruno, si tu permets, pour appuyer ce que Amel vient de dire également, c'est pour dire qu'il faut vraiment diversifier les modèles de distribution de la PrEP. Donc, il faut utiliser plusieurs modèles pour augmenter l'impact de la PrEP. Il ne faut pas laisser la PrEP uniquement en milieu communautaire, dans les espaces communautaires, mais également, on peut faire la PrEP également secondaire à partir des cas index. Ça, c'est très important. Dans les pharmacies pour certaines personnes également. Certaines personnes peuvent avoir accès à ce test. Donc, il faut vraiment diversifier et élargir l'offre de l'autotest dans différents milieux, différents secteurs. Et puis, juste un dernier mot, donc il faut profiter également de l'initiative de l'UNITED qui met l'autotest à $2. Je pense que l'UNITED travaille avec plusieurs partenaires et il faut voir avec les bailleurs de fonds dans la région pour faire profiter de cette initiative $2 l'autotest. Je pense que c'est un prix qui est abordable et qui peut être donc financé par le Fonds mondial pour le mettre dans des centres communautaires gratuitement pour les populations clés. Absolument. Merci. Bon, on arrive à l'heure des conclusions. Donc, je vais d'abord remercier les modérateurs de tous ces travaux des travaux de groupe, les travaux qui ont été faits par les modérateurs de synthèse, de rédaction des diaporamas, d'animation. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait ce matin, qui était franchement excellent et très contributif, et ça a permis quand même de dégager un plan d'action assez rapidement, donc formidable. Je tiens également à remercier bien sûr tous les participants et toute l'équipe ici espère que l'atelier a été fructueux, ça a été utile et intéressant pour vous. Mais avant de passer aux conclusions en soi, nous allons faire une photo de groupe. Alors, je ne vais pas vous proposer de sortir de la salle et de se mettre devant les marches, l'escalier comme la dernière fois, mais on va allumer nos caméras et la magie technique va faire que on va nous photographier. Donc, merci à tous et à toutes d'allumer vos caméras. Il y en a qui ne l'ont peut-être pas encore allumé, qui n'ont peut-être pas de caméra. Là, je crois que c'est peut-être à peu près bon. Voilà. Est-ce que la photo est prise? Il faut que tu comptes, Bruno. Il faut que je compte? Je fais un compte à rebours? Alors, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, c'est bon, là. C'est pas moi qui prends la photo, hein, je vous dis tout de suite. Très bien. Donc, je vais essayer de vous exposer en quelques minutes une conclusion à chaud de cette journée. Donc, c'est pas forcément évident de considérer que c'est une conclusion, définitive. Hein. C'est juste j'allais dire, des remarques conclusives plutôt qu'une conclusion. D'abord, pour vous dire que on est très satisfait de la participation à ces 2 journées, aussi bien hier aux séances plénières informatives qu'aujourd'hui aux ateliers, avec différents pays représentés. Donc, c'est le premier mot-clé pour moi, c'est la participation. Le deuxième mot-clé, c'est l'hétérogénéité.
On a pu voir à travers les ateliers les différences qui existaient, bien qu'on soit dans la région MENA, mais il y avait des différences en termes d'accès aux innovations entre le Maroc, le Liban, la Tunisie, etc. Et que les situations également de priorisation de la question du VIH et des innovations est quand même très variable d'un pays à l'autre. Bien sûr, la crise sanitaire de la Covid-19 a augmenté cette difficulté, mais malgré tout, on voit bien que chaque pays a ses propres difficultés, ce qui rend parfois les comparaisons de ce qui est fait d'un pays à l'autre un petit peu complexes. Alors, le troisième mot-clé pour moi, c'est vraiment que tout le monde ici a envie d'innovation dans ce qu'il fait, aussi bien sur les questions de dépistage, où on vient de beaucoup réfléchir et discuter sur la question de l'autotest, mais aussi dans la PrEP, où la PrEP a été l'occasion pour un certain nombre d'entre vous de parler d'innovation en santé sexuelle pour augmenter les offres existantes, faire plus d'offres en IST, plus d'offres en vaccination, en santé anale, etc. Vous l'avez dit. Donc, comme toujours, c'est le terrain qui est innovant et ça part du bas et ça part pas du haut et c'est sans doute une très bonne chose. L'autre chose également, le mot que j'ai entendu, c'est promotion. Promotion de la santé, c'est peut-être ça qu'on est tous, des promoteurs de la santé. On doit porter les messages auprès des différentes populations pour informer de ce qu'il y a de nouveau, susciter le désir de soins ou de prévention, susciter le désir d'innovation, le documenter pour justement alimenter un autre mot-clé qui va être le plaidoyer, qui est quelque chose d'extrêmement important si on veut obtenir un accès effectif à ces innovations. On voit bien que si on a pu faire dans certains pays des expérimentations, c'est un peu difficile ensuite de refaire encore de généraliser l'accès à ces interventions de façon pérenne et de façon à ce que toutes les populations bénéficient. Il y a même des pays où c'est pas possible même de discuter de ça avec les autorités politiques qui ne mettent pas du tout ça dans les priorités. Donc le plaidoyer il est très important. Et peut-être qu'il serait, c'est ma réflexion, c'est que la région MENA ici puisse justement peut-être s'appuyer de manière à ce que on puisse utiliser les expériences de ceux qui ont avancé pour permettre un accès également dans les pays où ça a moins avancé et s'appuyer également sur des organisations comme l'IAS pour aider à l'accès quand c'est nécessaire, pour peser sur les différents gouvernements de nos pays pour avoir accès à ces innovations. Et puis, peut-être, dernier mot-clé, c'est le communautaire, qu'il ne faut pas oublier. En fait, bien sûr, ça passe aussi par les soignants, on passe par une alliance entre soignants et communautaires, mais en prévention, on va d'abord toucher les personnes et les populations clés, plus par la fibre communautaire, par le terrain communautaire. C'est comme ça qu'on peut atteindre les populations qui doivent bénéficier de la prévention, du dépistage et de l'orientation vers les soins. C'est pas uniquement en milieu hospitalier, on va attendre que les gens arrivent, parce que quand ils arrivent, généralement, c'est trop tard, ils n'arrivent pas à la prévention, mais ils arrivent déjà aux soins. Donc, le communautaire a toute sa raison d'être pour être à l'avant-garde de ces innovations. Et on voit bien que l'atelier aujourd'hui, dans les deux groupes, a discuté un certain nombre de choses et de ces modalités, des modalités d'innovation en fonction de ce que vous pouvez vivre au quotidien dans le terrain des actions. Et ça, c'est très important à souligner. Il faut éviter les visions verticales où tout serait décidé d'en haut et on n'aurait plus qu'à appliquer. On sait qu'en ce moment, enfin moi je parle d'expérience en France, c'est un peu des choses qu'on essaie de nous imposer. Mais ça ne fonctionne pas. Si on veut une adhésion de la population, il faut que ça parte de la base. Et donc, le communautaire, pour moi, reste un maître mot de mots-clés qu'il faut continuer à cultiver. Très bien. Voilà pour ces remarques conclusives. Je voulais aussi rajouter qu'un rapport de la réunion va être mis en place, va être préparé et partagé avec tous les participants
de cet atelier. Et on vous invitera également à préparer des plans d'action individuels suite aux discussions qui ont lieu aujourd'hui, c'est-à-dire de réfléchir à des contributions individuelles que vous pourriez vous-même mettre en place pour la mise à l'échelle de la PrEP et de l'autotest dans votre région, où vous auriez envie de vous impliquer vous personnellement. Donc ça, on reviendra vers vous avec les conclusions de la journée, avec le rapport et en vous demandant comment vous pouvez vous impliquer. Et moi, j'espère vraiment que vous allez vraiment tous vous impliquer parce que l'application collective, bien sûr, on y croit, et ça passe aussi par des implications de chacun d'entre nous. Il ne faut pas simplement compter sur les autres, il faut aussi le faire soi-même. Et maintenant, pour la fin de la clôture, je vais passer la parole à Mehdi. Merci infiniment, cher Bruno, pour ce résumé exhaustif et aussi plein de bon sens et qui a un petit peu retracé l'ensemble des discussions. Alors, on arrive au terme de cette session. J'aimerais, au nom de la LCS, remercier toutes les personnes qui ont rendu possible ces 2 jours d'échange intense que nous avons eu. J'aimerais remercier l'équipe de l'IAS Educational Fund, la féliciter pour sa rigueur, la remercier pour son soutien, sa minutie. Toujours un plaisir de collaborer avec tout le monde. Merci vraiment pour votre soutien. J'aimerais remercier un petit peu l'équipe de pilotage qui a piloté un petit peu le petit noyau dur, qui a piloté l'organisation de cet atelier, le comité scientifique, les personnes de la LCS qui ont travaillé aussi sur ce projet, Amel, qui a énormément travaillé sur le sujet. J'aimerais remercier nos orateurs. Merci infiniment d'avoir partagé votre savoir, votre expertise avec nous, nos chers modérateurs qui nous ont permis un petit peu de rester dans le cadre de ces travaux, et puis bien entendu tous les participants qui n'ont pas été avares de leurs idées, de leurs contributions. Merci infiniment, et c'est ça qui fait la richesse et la réussite d'un tel événement. Alors nous demandons à tous nos participants de bien tenir en compte les décisions prises aujourd'hui, et nous vous remercions de les partager, de partager les recommandations pour que nous puissions commencer à implémenter ce que nous avons discuté ensemble. Alors, comme vient de le mentionner Bruno, nous allons également vous envoyer le rapport de la réunion dès que possible pour que vous puissiez le partager dans vos réseaux. Et enfin, nous vous encourageons à partager les enregistrements donc de ces journées avec vos collègues qui n'ont pas pu être parmi nous en direct. Et les enregistrements seront bientôt disponibles gratuitement sur la plateforme virtuelle de l'IAS Educational Fund, et nous la remercions pour cet effort. Et les collègues pourront rejoindre la plateforme à tout moment pour regarder les replays qui seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc merci beaucoup à tous et prenez bien soin de vous. Merci. Si je peux ajouter un petit commentaire juste pour une question technique niveau interprétariat. On voudrait savoir si vous avez utilisé ce service aujourd'hui, et pour nous démontrer si vous l'avez utilisé ou pas, ça serait vraiment génial si vous pouvez peut-être lever votre main. Il y a l'option des réactions en bas sur votre écran, ou bien lever la main, ou bien mettre un cœur, ou comme vous voulez. Et si vous n'avez pas cette option, gardez votre caméra allumée, s'il vous plaît, parce que ça dépend de votre version de Zoom. Merci beaucoup. On prend note. Merci. Merci beaucoup et merci Laurane de prendre note. Merci. Merci aux interprètes. Absolument, merci. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.